Et tout de suite pour ce club des territoires, comme tous les lundis, frère. Bonjour Yves. Bonjour. Merci d'être là, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et on est ravis de retrouver Françoise Degois. Comment ça va, Françoise? Je suis en super forme. Bon, ça va mieux que l'OM, on en parlera tout à l'heure. Ah non, arrêtez, ne commencez pas à être désagréable de bon matin. On va parler d'abord de cette semaine décisive pour le budget. La réunion entre députés et sénateurs aura lieu jeudi. Un compromis est-il possible? D'ici là, le gouvernement saura-t-il convaincre de nouveau le PS d'éviter la censure? Vous nous direz ce que vous en pensez. Puis on parlera d'Édouard Philippe qui était hier en meeting à Bordeaux sur la route de la présidentielle. On reviendra évidemment sur ce discours. Et puis Alex, on va revenir sur ce dramatique meurtre d'Elias, ce jeune de 14 ans tué par des mineurs pour un vol de téléphone portable. Et ça relance le débat politique sur la justice des mineurs. Effectivement, une justice des mineurs qui est fondée sur l'excuse de minorité que certains veulent réformer. On voit ça dans quelques instants. D'abord, on va parler des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Et il y a 80 ans, le camp de concentration d'Auschwitz était libéré du joug nazi. Les survivants continuent de témoigner, mais ils sont de moins en moins nombreux. Alors comment entretenir le devoir de mémoire et transmettre cette histoire aux jeunes générations? Le sénateur Hussein Bourgi a accompagné des élèves au mémorial d'Auschwitz. Jonathan Dupriaz et Hugo Lemonnier l'ont suivi. C'est probablement l'un des voyages les plus marquants de leur vie. Près de Cracovie, en Pologne, 300 lycéens venus de Toulouse et Montpellier s'apprêtent à pénétrer dans le mémorial d'Auschwitz-Birkenau. On est bon? On y va pour notre visite? Chaque année, depuis 2019, la région Occitanie organise et finance ce voyage très spécial. Il permet à ces jeunes de prendre la mesure du plus vaste camp de concentration et d'extermination des nazis pour mettre en œuvre leur génocide des Juifs. On ressent vraiment la chose, on peut s'imaginer comment était la vie là-bas. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez étrange, mais aussi très constructif et très instructif. Entre 1940 et 1945, 1 100 000 personnes sont mortes dans ce camp de 42 km², dont près d'1 million de Juifs, presque tous gazés après leur descente du train. Les autres déportés furent assassinés, morts du travail forcé, de la faim ou du froid. Il devait vraiment avoir extrêmement froid et c'est horrible de voir que vraiment des humains sont capables de faire subir ça à d'autres humains et je trouvais ça vraiment touchant. Avant leur fuite, les nazis ont pris le soin de détruire les traces de leurs crimes. En novembre 1944, 3 crématoriums sont ainsi dynamités. Les nazis, avant de partir dans dynamiter, le 2, le 3 et le 5. Birkenau, extension du camp originel d'Auschwitz, est devenue dès 1942 la pierre angulaire de la solution finale, une usine de mort méthodiquement échafaudée. Un des principes fondamentaux de notre visite auprès du public scolaire, c'est bien faire comprendre le processus, les mécanismes qui ont amené une société, des êtres doués de conscience, à prendre leurs responsabilités. C'est pas des gens au coin d'une table qui ont fait ça, c'est des réunions de personnes qui ont décidé, réfléchi de comment procéder à l'assassinat massif d'une partie de l'humanité. Sur place, avec les lycéens, le sénateur de l'Hérault Hussein Bourgi découvre lui aussi ce lieu de mémoire avec grande émotion. Ça fait quelque chose avant, parce que la nuit dernière fut particulièrement difficile et depuis ce matin, c'est encore plus difficile. J'ai croisé le chemin de certains survivants qui m'ont peut-être un peu plus conscientisé que d'autres au drame qui s'est joué ici. Vient ensuite un temps de recueillement et une minute de silence. Un hommage très solennel à la mémoire des déportés juifs, mais aussi des tziganes, handicapés ou homosexuels. Nous pourrions, nous aussi, céder à la tentation de les abandonner, de les laisser plonger dans la nuit froide de l'oubli. Nous nous y refusons.
À l'heure où les survivants de la Shoah disparaissent les uns après les autres, le devoir de mémoire n'a jamais semblé aussi nécessaire, insiste le sénateur. 80 ans après, les survivants sont de moins en moins nombreux et donc ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter ce travail de mémoire. Leur parole n'est plus là pour accueillir ces élèves comme ils le faisaient il y a encore quelques années, mais leur parole reste sur les bandes sonores, reste dans les documentaires. Et puis il y a aujourd'hui des guides, il y a aujourd'hui les bénévoles et les salariés du mémorial de la Shoah pour transmettre cette mémoire afin que chacun puisse se l'approprier et la partager à son tour. Ce site de 200 hectares, symbole de la plus grande barbarie humaine, est inscrit depuis 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque année, 2 millions de personnes s'y rendent pour le visiter. Yves-Françoise, 80 ans de la libération d'Auschwitz, ce travail de mémoire, il est d'autant plus important et de transmission, on l'a vu, envers ces jeunes, que évidemment de moins en moins de survivants sont là pour témoigner. Oui, je salue d'ailleurs le sénateur, j'aime ses mots, je pense qu'on est tous allés à Auschwitz, on a tous ressenti cet effroi, ce sentiment de cœur glacé. Vous montrez les images, vous vous rendez compte que les prisonniers tenaient en pyjama par moins 10, moins 20, moins 30. Il faut réaliser la barbarie, la déshumanisation, et je trouve que c'est formidable ce que fait la région Occitanie, et ça depuis des années, je pense, donc il faut absolument continuer, mais ça c'est le volet beaucoup plus politique, il faut d'autant plus continuer maintenant, d'autant plus continuer que nous sommes dans la relativisation. Je ne sais pas si vous réalisez, enfin je sais que vous le réalisez, à quel point tout se relativise, à quel point on compare tout, à quel point, par exemple, je parle bien sûr de la question au Proche-Orient, à quel point l'emploi volontairement violent du mot génocide par rapport à Gaza et par rapport aux 80 ans d'Auschwitz, à quel point on ne peut pas raconter n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que la souffrance des Palestiniens de Gaza n'existe pas, pas du tout. Mais je veux dire par là que les mots ont un sens et il faut remettre les mots et remettre cette réalité-là. Ne jamais oublier parce que oui, ça peut recommencer. C'est la plus grande... C'est l'élimination industrielle, vraiment, de tout un peuple, cette volonté-là. Donc ça, c'est unique. C'est pourquoi la Shoah est un génocide unique. Mais la réalité, c'est que je ne vois pas pourquoi ça ne recommencerait pas dans 50, 60, 100 ans, donc il faut continuer. Oui, tout a été dit, il faut le répéter sans arrêt d'ailleurs. Mais c'est vrai que, avec la disparition progressive des derniers témoins, il y a la crainte que, évidemment, la mémoire se dissipe et il faut de l'entretenir. Il y a des films, il y a des témoignages sonores, il y a des livres, il y a beaucoup de livres. Il faut évidemment ne jamais oublier et toujours en parler. Et au moment où on célèbre, on commémore ces 80 ans de la libération d'Auschwitz, on est dans une période où, en France, le nombre d'actes antisémites explose, Françoise. On est dans une période épouvantable. Moi, j'en veux beaucoup, par exemple, je vais vous le dire, j'en veux beaucoup à la France Insoumise, qui a permis à Rima Hassan d'être élue, par exemple, à une personnalité qui, tous les jours, nous provoque, tous les jours, nous massicote. Vous voyez, elle travaille au massicot, la psyché de ce pays. C'est insupportable. J'en veux beaucoup à la légèreté des chaînes info. Je suis désolée, mais quand France Info, c'est une grande maison, j'ai tellement travaillé longtemps à Radio France, est capable, sur un premier bandeau, de parler des otages palestiniens libérés, et sur un deuxième bandeau hier pour Auschwitz, de mettre des guillemets sur l'horreur d'Auschwitz. On ne met pas de guillemets sur l'horreur d'Auschwitz. On ne parle pas des prisonniers palestiniens dont la plupart ont été condamnés pour des attentats qui ont fait des dizaines de morts en Israël, d'otages. Je suis sévère, parce que, vous savez, c'est des centaines de milliers de gens qui regardent. Donc, il faut être très sérieux. On rentre dans un moment, justement, où il faut être extrêmement sérieux et radical. Et il faut contrer. J'en veux beaucoup à la France Insoumise d'avoir impulsé ça depuis le 7 octobre. C'est désastreux pour nous tous et j'espère vraiment que les électeurs vraiment les puniront. Oui, non, c'est sûr, c'est quand même tout à fait détestable de voir qu'un parti politique comme la France Insoumise diffuse des relents d'antisémitisme dans ce pays et de voir que d'autres formations politiques acceptent de s'allier à eux. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait, de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent? Moi, ça fait très longtemps que j'alerte là-dessus
et que je dis il y a un trait qui doit être tiré sur la France Insoumise, qui est un parti infréquentable, pour cette raison-là. Et on ne joue pas avec l'antisémitisme. Donc c'est quelque chose qui est absolument abject. C'est intéressant, Yves, ce que vous dites, parce que Villeneuve-Saint-Georges, ça va vraiment être un test. Hein. Est-ce que la liste d'Oli Boyard est arrivée en tête hier soir Il y a une municipale partielle à Villeneuve-Saint-Georges qui a eu lieu hier. Et vous avez l'autre liste de gauche menée par les communistes qui est à 20%. Et entre les deux, la liste de droite. Donc que fait le Parti communiste ? Il y a très peu d'écart entre les deux listes de gauche. Et que fait le Parti communiste ? Est-ce que ça fusionne ? Non, mais c'est un vrai... C'est un test pour LFI, mais c'est un test aussi pour l'ensemble de la gauche. Ça va être un test, effectivement. Je pense, hein. On suivra évidemment tout ça. On va continuer à parler de l'actualité. Avant de parler du budget, dans quelques instants, on va revenir sur le meurtre du jeune Elias, 14 ans, qui a été tué par des mineurs qui voulaient lui voler son portable. Et ça relance le débat sur la justice des mineurs. Alex, avant d'en parler avec Yves et Françoise, un point avec vous sur comment fonctionne la justice des mineurs en France. Eh bien, déjà, on peut dire que la justice des mineurs repose sur 3 grands principes qui ont été fixés par l'ordonnance du 2 février 1945 et d'ailleurs réaffirmés par la dernière réforme de la justice des mineurs. C'était sous le ministère de la Justice d'Éric Dupond-Moretti en 2021. Premier principe, l'excuse de minorité. Cela veut dire que la responsabilité pénale du mineur est atténuée en fonction de son âge. Pour les moins de 13 ans, il y a aujourd'hui une présomption de non-discernement. Et par exemple, pour les mineurs de plus de 16 ans qui ont commis un crime, eh bien, la peine de prison encourue est divisée par 2 par rapport à un adulte. Deuxième principe, l'éducatif doit primer sur le répressif. Cela veut dire que le recours aux mesures de sûreté est plus compliqué pour des mineurs et que le juge est appelé à privilégier ce qu'on appelle des mesures éducatives judiciaires. Cela peut être une mesure d'insertion sociale, de réparation des dégâts commis, un parcours de soins de santé ou encore un placement dans un centre éducatif. Et puis, enfin, troisième principe de la justice des mineurs, les procédures et les juridictions doivent être spécialisées. Vous parliez de mesures éducatives, Alex, mais le mineur délinquant ou criminel peut être condamné à certaines peines. Et oui, un mineur à partir de 13 ans peut être assigné à résidence avec bracelet électronique. Il peut également être condamné à une peine de prison, mais elle doit intervenir en dernier recours et être aussi brève que possible. Il y a aujourd'hui en France 6 établissements pénitentiaires pour mineurs et dans 43 maisons d'arrêt, il y a des quartiers pour mineurs. La dernière réforme de la justice des mineurs, elle date de 2021, mais beaucoup veulent déjà une nouvelle réforme. Quelles sont les pistes ? Eh bien, ces pistes, elles vont dans le sens de la fermeté. Première piste, instaurer la comparution immédiate pour les mineurs, car il faut le rappeler aujourd'hui, le jugement d'un mineur est divisé en 3 étapes. D'abord, l'examen de la culpabilité, ensuite, une mesure éducative judiciaire provisoire, et puis ensuite, le prononcé de la sanction. La comparution immédiate permettrait de sanctionner plus rapidement le mineur. Et puis, le débat porte aujourd'hui sur la réforme de l'excuse de minorité. Certains, notamment à droite, veulent l'atténuer, voire la supprimer pour punir plus durement les mineurs. Et notez que les précédents gouvernements de Gabriel Attal et de Michel Barnier étaient favorables à ces 2 pistes, comparution immédiate, atténuation de l'excuse de minorité, mais non, ils n'ont pas eu le temps de les mettre en place pour les raisons politiques qu'on connaît. Merci beaucoup Alex pour ces explications. Yves, est-ce qu'il faut réformer de nouveau la justice des mineurs ? Elle a été réformée plusieurs fois, mais c'est vrai que, par exemple, la comparution immédiate, à la lumière d'ailleurs du meurtre de l'assassinat de Elias, eh bien, on s'aperçoit que il y a eu finalement des défaillances dans l'exécution, parce qu'ils ont été, et l'un et l'autre, les deux mis en cause, ont été poursuivis par la justice. Ils ont eu maille à partir avec la justice. Ils devaient comparaître, si mes informations sont bonnes, au printemps prochain, pour des faits commis au mois d'octobre dernier. S'il y avait eu une comparution immédiate et qu'une peine avait été prononcée immédiatement, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Deuxième défaillance, il leur était interdit de se fréquenter. Or, ils habitaient dans la même résidence. Donc, il y a une défaillance manifeste. C'est ça qui est terrible, c'est de se dire que, le pauvre Elias a été quand même victime d'une défaillance magistrale de notre système pénal. Et je crois qu'il faut arrêter de se dire on n'arrête pas de réformer. Mais non, mais il faut ajuster au mieux pour que ces défaillances cessent. Et c'est ces défaillances-là qui font monter les extrêmes aussi, qui suscitent la réaction et l'exaspération des Français. Donc il faut impérativement que la législation et son exécution surtout son exécution soit à la hauteur.
Je suis d'accord avec Yves sur l'exécution en réalité, parce que l'excuse de minorité, on est d'accord qu'elle est souvent levée. Elle existe à peine en fait dans les faits, l'excuse de minorité. Elle est utilisée bien sûr, mais en réalité assez peu. Donc moi j'en ai un peu assez. Si vous voulez, tous les ministres de l'Intérieur, mais gauche comme droite, hein, je mets ça aussi, Manuel Valls, se relaient à chaque fois qu'il y a quelque chose de dramatique comme la mort d'Elias. Évidemment, on ne peut pas mourir pour rien et surtout pas pour un portable, mais en fait pour rien à cet âge-là, surtout pas. Donc j'entends qu'à chaque fois, on repart sur l'ordonnance. Merci Alexandre, parce que c'est tellement clair qu'elle a été... Non mais c'est clair, parce que la moitié des gens parlent dans le vide. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Et d'ailleurs, ils ont le droit de ne pas le savoir. Donc cette excuse de minorité, déjà, est assez peu appliquée, de moins en moins appliquée. Et puis, moi, je ne vais pas vous faire un grand discours sur l'excuse sociale. Ce n'est pas du tout mon sujet. Mais le sujet, c'est... Yves a raison, je trouve, la défaillance dans les applications, c'est complètement dingue. Alors, après, c'est le coup du sort. On peut refaire l'histoire. C'est vrai que ce que vous dites sur le fait qu'ils n'ont pas eu de comparution immédiate et peut-être qu'ils n'auraient pas été en mesure de nuire, on peut refaire inlassablement les histoires. Et moi, j'entends ce que vous dites parce que vous le faites avec sagesse, mais j'entends déjà ce que l'extrême droite va en faire. C'est-à-dire, si on mettrait Paris en bouteille, voyez, on peut refaire l'histoire pour la rendre encore plus dramatique alors qu'elle l'est déjà suffisamment. La question aussi, c'est comment on éduque ces mineurs. C'est ça vraiment le sujet. Comment on prend à la racine cet ensauvagement. Je ne fais pas d'excuses sociales. J'essaie de voir comment on peut travailler vraiment sur les deux aspects. On va écouter le préfet de police, Laurent Nunez, qui lui pointe le problème de l'autorité parentale. Il était à l'invité ce matin d'RTL. On a besoin d'être encore plus présent sur la voie publique, on a besoin de continuer à lutter contre la délinquance, continuer à faire baisser cette délinquance et restaurer cette sécurité du quotidien. Mais, et là je vous rejoins Thomas Soto, on ne peut pas faire tout seul. Il ne faut pas tout attendre non plus des policiers qui sont placés sous mon autorité pour l'agglomération parisienne. On voit bien qu'il y a un problème d'autorité, de responsabilité parentale, d'affirmation de cette autorité qui ne relève pas que de la police nationale. Il faut une justice plus ferme, c'est ça que vous dites? Évidemment, il faut une justice plus ferme, mais ça, je crois qu'il y a une réflexion qui est en cours. Est-ce qu'il y a aussi un problème d'autorité parentale, Françoise? Oui, alors, ok, c'est un problème de tout. Est-ce qu'on est capable d'élever ou pas ses enfants? Quels sont les accidents de la vie? Quelle est la capacité à les élever quand on est une mère seule? Je ne vais pas refaire toujours... On connaît tous l'histoire de la famille monoparentale, du père absent ou de la mère absente. Voilà, simplement, ce problème-là, il faut je dois Yaka, d'accord, je n'ai rien contre Laurent Nunez, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quels moyens on se donne vraiment. Un budget, c'est une vérité. C'est la vérité d'un pays. Est-ce que, dans ce budget qui arrive, et puis depuis des années, est-ce qu'il y a suffisamment de crédits pour l'aide à l'enfance, par exemple? La réponse est non. Est-ce que, on le sait très bien, toutes les associations hurlent. Est-ce qu'il y a une aide pour la vie dans les quartiers? Est-ce qu'il y a une aide pour la famille? Non, tous les budgets sociaux dans ce pays sont en baisse depuis 2017, mais avaient déjà commencé avec François Hollande. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien, effectivement, être sévère, avoir des peines exemplaires. Ce que disait Yves tout à l'heure sur la rapidité de l'exécution, en préservant le caractère du mineur sans le remettre forcément au trou dans des endroits où il va s'encanailler et se barbariser encore plus. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je redis, le budget, c'est la vérité d'un pays. Qu'est-ce qu'on fait dans les aides à l'enfance, les aides éducatives? Tout est sucré, lentement mais sûrement, depuis des années. Donc on ne peut pas pleurer parce qu'à un moment donné, le travail qui doit être fait en amont, il ne peut plus se faire parce qu'il n'y a plus d'éducateurs, parce qu'il n'y a plus d'argent. Voilà, et bien c'est tout, c'est un choix de société. Un dernier mot, on peut parler du budget, Yves, dans quelques instants. Oui, non, c'est sûr que... Non, mais il faut d'abord que la justice soit à la hauteur... Ça a souvent été le parent pauvre, hein, la justice des services publics français. D'ailleurs, c'est le service public qui est le plus mal aimé des Français. Pourquoi? Parce que la justice, est lente, même si elle doit respecter une certaine... sagesse, ça c'est évident. Elle est lente, elle manque de moyens. Les promesses à chaque fois faites par les ministres et les gardes des Sceaux et puis les présidents qui se succèdent ne sont jamais tenus. Donc ça demande des moyens et c'est vrai que le système judiciaire français, par exemple, a 2 fois moins de moyens que le système judiciaire allemand. Donc il faut vraiment qu'on se mette à la hauteur, d'autant qu'il y a une délinquance qui progresse à grands pas.
Donc il faut que ce système se mette à la hauteur du défi qui lui est posé. Allez, on va parler du budget. Vous en avez un petit peu parlé, Françoise. Semaine décisive pour ce budget, puisque députés et sénateurs doivent trouver un compromis jeudi. Alors, François Bayrou va-t-il parvenir à convaincre une nouvelle fois le PS de ne pas voter la censure? On va ça avec Yann Effelé. Le Sénat a donc adopté. La copie adoptée par le Sénat jeudi dernier ne sera pas celle retenue par le gouvernement Bayrou. Des ajustements sont nécessaires pour éviter une nouvelle censure d'une partie de la gauche. Le premier secrétaire du Parti socialiste place ses lignes rouges. Si la copie reste celle du Sénat, à l'évidence, nous censurerons. Alors hier, la ministre des Comptes publics s'est montrée ouverte aux discussions pour modifier le texte. Le budget voté par le Sénat, il remplit la condition de réduire le déficit. Il remplit la condition de faire des économies. Mais manifestement, il ne remplit pas la condition d'être le budget du compromis. Un compromis qui pourrait coûter cher, avec des dépenses en plus et des économies en moins. Le premier président de la Cour des comptes alerte. Une situation de finances publiques qui, elle, je le dis, est un point noir considérable, avec une situation préoccupante, inquiétante, et qui est assurément, pour le coup, aujourd'hui, la plus mauvaise de la zone euro. Je dis bien la plus mauvaise. Et qui donc doit être corrigée impérativement. Lors de la commission mixte paritaire, les forces du socle commun seront majoritaires, avec 8 des 14 membres. Tout l'enjeu pour eux étant de produire un texte acceptable par certaines oppositions, de manière à éviter la censure. Est-ce que vous pensez que François Bayrou et le PS peuvent trouver un compromis pour éviter la censure, Françoise ? En l'état actuel, non. Enfin, vous avez vu la tête du texte du Sénat. Je veux dire, je pense que le Parti socialiste a eu la sagesse de ne pas censurer a priori le discours de politique générale, d'autant que des choses étaient en négociation. Mais à un moment donné, c'est la question de la parole donnée. Moi, je veux bien que François Bayrou parle 3 langues, le français, le béarnais et la duplicité. Hein. Mais à un moment donné, il faut décider qu'est-ce que... Non, je dis ça, je suis Bigourdane. Hein, donc vous savez comment on parle dans mes montagnes. Hein, vous voyez, on est capable aussi de... Vous voyez. Donc, moi, je suis assez comment dirais-je, sceptique en réalité. Je ne vois pas, je ne vois pas les mesures de non-censure qui pourraient apparaître. Les 7 jours, par exemple, le délai de carence, etc. Tout ça est supprimé par le Sénat. Enfin, il faut être sérieux. Vous ne pouvez pas être un premier ministre, passer des deals avec votre ministre de l'économie et des finances, avec le groupe charnière de l'Assemblée nationale, et puis vous asseoir dessus et laisser le Sénat tranquillement tricoter un petit texte. Mais là, Amélie de Montchalin, hier, elle a dit qu'il faut que dans le texte final, il y ait les concessions accordées au PS. Moi, je regarde, si vous voulez, je regarde les proportions de ce que dit Amélie de Montchalin. Il est super, ce budget, parce qu'il répond, il fait des économies. Bon, c'est pas un budget de compromis. Je pense que la dernière partie de la phrase n'est pas vraiment... vous voyez, on sent pas qu'elle est allante pour aller arracher des choses. Donc, à ce stade-là, je vois pas pourquoi le PS censurerait pas, sérieusement. La grande inconnue, c'est le RN. Il n'y a rien d'étonnant là dans ce qui se passe, parce qu'on savait que le Sénat, il allait corriger quelque chose dans le budget, que le Sénat est dirigé et majoritairement à droite. Donc il n'y a pas tellement de surprises. Hein. Oui. Maintenant, il y a une commission mixte paritaire. C'est là que ça va se jouer. Elle a raison, Amélie de Montchalin. Elle est assez honnête pour le coup, là, en disant, bon, bah maintenant, c'est là que ça se joue. Alors, c'est jeudi, et qu'une comédie en je ne sais pas combien d'actes va se jouer. Oui. Et à ce moment-là, on verra si, eh bien, le gouvernement, enfin pas le gouvernement précisément d'ailleurs, si députés et sénateurs, le Parlement, eh bien, arrive à trouver des compromis qui puissent satisfaire notamment une partie de la gauche. Enfin, le Parti socialiste, on verra. C'est sûr que moi, j'ai toujours pensé que c'est là que ça se jouait pour François Bayrou. La censure du gouvernement, enfin de son discours de politique générale, j'y croyais pas beaucoup. Oui, inutile. D'abord parce que, bon, il fallait laisser, comme on dit aujourd'hui, la chance au produit. Enfin, c'est le raisonnement qu'ont fait beaucoup de socialistes. Mais en revanche, là, on arrive dans le concret. Le discours de politique générale, comme son nom l'indique, c'était très général. Là, ce sont des mesures concrètes. Et on savait très bien qu'il y a plusieurs mesures qui ne peuvent pas convenir aux socialistes. Alors, il y a du grain à moudre, semble-t-il. C'est assez triste pour la France, parce que la France continue à être complètement calminée dans une politique qui n'est pas raisonnable du tout, compte tenu du contexte dans lequel nous vivons. Mais ça coûte... Le pari de Bayrou, c'est de dire, bah oui, mais ça coûte moins cher que s'il y a une crise de régime.
Oui, on peut aussi trouver des nouvelles recettes. Hein. C'est aussi ce que dit la gauche. Trouver des nouvelles recettes. Pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas un ISF climat, vous voyez? Parce que les Verts, par exemple, ils ont raison de hurler, les Verts. Hein. On leur rabote 500 millions, je ne sais plus combien. Enfin, on compte même plus, même 500 millions, ça paraît tellement dérisoire, étant donné le caractère abyssal. Je plaisante, bien sûr, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver une mesure qui soit une mesure de justice fiscale et qui soit en même temps une mesure écologique? L'ISF, par exemple, climat, je pense à ça ce matin parce que c'était la chose la plus intéressante, je trouve, dans le programme des Verts pour les européennes. Et pourquoi pas? Mais est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a les moyens de lâcher? Je ne crois pas, je n'ai pas le sentiment. Et surtout, il faut voir aussi le jeu de faux-derche, vraiment, des macronistes. Hein. Au Sénat, ils ont voté absolument contre toutes les mesures proposées par les socialistes. Hein. Alors, ce fameux bloc central, les macronistes sont un peu perdus, je pense. Gabriel Attal est un peu nowhere, tu vois. Il est là, il est invisible. On n'a même pas compris ce qu'il disait lors du discours de censure. Enfin, c'était complètement inodore, incolore et sans saveur. Où est le fringant Gabriel Attal? En attendant, ces députés ne jouent pas vraiment le jeu à l'Assemblée nationale. Et la question, c'est ça. Est-ce que le socle du gouvernement qui est censé supporter le gouvernement, c'est-à-dire les macronistes et les républicains, dans cette négociation de la commission mixte paritaire, où ils ont mathématiquement la majorité, est-ce qu'ils vont respecter le deal qui a été scellé entre François Bayrou et les socialistes pour la non-censure, à savoir ne pas supprimer les 4000 postes d'enseignants? Ils ont voté contre au Sénat, les macronistes. Voilà. Il y a également la question du jour de carence pour les fonctionnaires, maintenir un jour de carence pour les fonctionnaires en cas d'arrêt maladie et ne pas passer à 3 jours de carence. Et puis il y a toutes ces coupes budgétaires qui sont arrivées après cet accord de non-censure avec les socialistes. Ça embarrasse la gauche. Hein. Il y a quand même moins 1 milliard pour l'écologie, moins 2,7 milliards pour l'aide au développement, moins 600 millions pour la recherche. Et sur les fonctionnaires, il y a aussi cette mesure de dernière minute qui déplaît à la gauche. C'est la baisse d'indemnisation des fonctionnaires de 10% en cas d'arrêt maladie, qui est une sorte de contrepoids fait à la concession sur les jours de carence. Et donc voilà, on va voir dans cette négociation le rôle du socle du gouvernement. Françoise, vous parlez de Gabriel Attal, on va parler d'Édouard Philippe. Hein. Il était hier en meeting à Bordeaux. Il a évidemment abordé la question budgétaire, alerté sur le dérapage public, mais quand même, il insiste sur la nécessité d'avoir une majorité stable. On l'écoute. La France est malade, et face à un malade, la première règle, c'est ne pas nuire. Ne pas nuire. C'est ce que nous devons essayer de faire. Ne pas prendre de décisions qui rendraient la France plus instable ou plus faible encore qu'elle n'est. Ne pas accélérer la glissade budgétaire à défaut de ne pas complètement rétablir les comptes. Et je ne voudrais pas que par une réforme de circonstance, on s'interdise d'avoir demain une majorité stable dont nous aurons besoin pour faire repartir le pays. Est-ce que ça illustre un peu le dilemme du bloc central? Complètement. De toute manière, vous savez, le bloc central, si jamais il y a une crise de régime, il passe par perte des profits. Hein, il n'existe plus. Hein. Donc, ils jouent leur poste aussi les uns et les autres. Et donc, ils ont tout intérêt à rester groupés, si vous me permettez l'expression, et à aller comme ça, cas un cas, jusqu'à 2027 avec un candidat, on verra qui, mais avec un candidat et essayer de perpétuer, de jouer leur survie. Mais sinon, si aujourd'hui ou demain il y a une crise, une nouvelle crise parlementaire, avec là qui déboucherait peut-être sur une crise de régime, enfin un désordre institutionnel, eh bien ceux qu'on appelle le bloc central, je donne pas cher de leur peau. Donc ils ont tout intérêt effectivement à c'est le pari d'ailleurs de François Bayrou. Hein. François Bayrou, il fait, sans le dire, le pari de l'immobilisme. Faut pas se leurrer. C'est caractère Édouard Philippe. Hein. Hier, il a dit, on sait très bien qu'il ne se passera rien pendant 2 ans. Il fait le pari de la présidentielle aussi, la sienne, hein, François Bayrou. On est d'accord qu'il se rêverait en... Enfin, il sait que c'est dans l'immobilisme que... Il fait même pas... De toute façon, il n'est même pas Premier ministre. On sent bien que c'est vraiment quasiment un président qui fait un discours de politique générale et l'intendant suivra. Il y a un côté très comme ça hein, chez François Bayrou. Donc non, moi je pense qu'il se rêve, comme toujours, en espèce de charnière, lui, le patron du bloc central, et je suis d'accord absolument avec Yves. Et la question qu'il va y avoir dans toutes les têtes sur la CMP, elle est assez simple, c'est qui a intérêt
à ce que le gouvernement tombe et éventuellement aller sur une crise de régime et une présidentielle anticipée. Il y en a deux, hein, comme toujours. Il y a Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Tout le reste, y compris d'ailleurs, je pense, les socialistes, y compris les écologistes, tout le monde a intérêt, dans le sens le plus noble du terme, à ce que l'attelage vole au moins, même pas jusqu'à la dissolution, parce que là, je pense que je ne sais pas comment on sort d'une dissolution en juillet, essayer de voler au maximum le plus loin possible jusqu'en 2027. Donc ça, c'est dans toutes les têtes. Il y a le budget, la nécessité de donner un budget à la France, mais il y a aussi la nécessité de se prémunir collectivement d'une crise de régime dont les deux tours jumelles, c'est-à-dire LFI et RN, seraient les premiers bénéficiaires. Oui, c'est clair. On connaît les bénéficiaires. Hein. En cas de crise, c'est toujours les extrêmes qui prennent le dessus. Et ça va être, malheureusement, je dirais, probablement le paysage politique de nos 10 ou 15 prochaines années. Hein. Cette tripartition avec deux extrêmes. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est très dangereux. C'est un affaiblissement ou une perte de contrôle du bloc central et on plonge. Merci à tous les deux, vous restez avec nous. Ah bah oui. On regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale. Alex, on commence par les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Et oui, de nombreux chefs d'État du monde entier sont aujourd'hui à Auschwitz. De nombreux chefs d'État, dont Emmanuel Macron, présent à Auschwitz en Pologne pour commémorer le 80e anniversaire de la libération de ce camp d'extermination où 1,1 million de personnes ont péri. À côté des chefs d'État, il y aura les derniers survivants de ce camp dont les témoignages sont une arme précieuse. Dans le journal La Provence, aujourd'hui, Denise Toros-Marter, qui avait 16 ans lorsqu'elle est ressortie d'Auschwitz, explique pourquoi elle parle encore aujourd'hui, je la cite, « Je parle pour répondre aux extrémistes pour que plus personne ne dise qu'Auschwitz, c'est un détail de l'histoire. » L'ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian, est décédé brutalement à l'âge de 55 ans. Oui, c'est à la une du journal Sud-Ouest. Le choc après la mort de Nicolas Florian, victime d'un AVC. Il avait succédé à Alain Juppé entre 2019 et 2020 à la tête de Bordeaux. La semaine passée, il avait d'ailleurs fait un pas vers une nouvelle candidature au municipal en 2026. C'était une figure de la droite girondine. Il considérait Alain Juppé comme son mentor. Et d'ailleurs, ce dernier, affecté par sa disparition, rend hommage à Nicolas Florian. Je le cite, il avait cette joie de vivre, cette bienveillance qui expliquait qu'il avait beaucoup d'amis. Et puis le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, son adversaire politique, s'est dit, lui, atterré par sa disparition. C'est avant tout un drame. Dans des moments comme celui-ci, on dépose les armes et on fait preuve d'humanité. En Bretagne, Ille-et-Vilaine est sous les eaux. Oui, la succession des tempêtes ce week-end a fait déborder les rivières en Bretagne. Le département d'Ille-et-Vilaine est particulièrement touché par des crues et des inondations. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. Le département n'avait pas connu une telle crue depuis 40 ans. Une crue historique pour la ville de Rennes qui prend l'eau, un peu comme son équipe de foot, le Stade Rennais, qui est 17e de Ligue 1. Voilà, et justement. Cruel que vous Françoise, on va dire un mot de foot. Non, et voilà. non, non. Et on a passé une mauvaise soirée. On a passé une mauvaise soirée. Un petit mot, puisque l'Olympique de Marseille a perdu hier contre Nice 2-0. L'Olympique de Marseille qui marchait sur l'eau il y a des mois, et bien maintenant, cette équipe perd des points. L'OM sombre à Nice, c'est le titre aujourd'hui de Nice Matin. Les Marseillais restent quand même deuxième à 10 points des Parisiens en tête du classement. Et puis Nice se positionne à la 4e place. Ouais, ça va, les aiglons. Hein. Non, mais bon, ils vont pas la ramener. Nous, on est pro-M. Non, mais quand on est pro-M, on ne peut pas être pour Nice. Ça n'existe pas. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Yves, mais... Yves moi, j'aime beaucoup Marseille. Voilà. Ils ont très mal joué. J'ai vu le match. Ouais, très mal joué. Allez, on finit en chanson. Pourquoi, vous voulez chanter, Oriane ? Je pourrais, mais là, pas tout de suite. C'est pour parler de la gagnante de la Star Academy, qui est une nordiste et qui fait la une de La Voix du Nord. Marine Delplace, 24 ans, a levé samedi soir le trophée étoilé de la Star Academy. Elle est originaire d'Arras, elle se dit lilloise d'adoption. Et dans les colonnes du journal nordiste, elle remercie les habitants du Nord-Pas-de-Calais qui ont voté pour elle. Grâce à leur vote, j'ai gagné. Je me demande si ce n'est pas uniquement grâce au vote des habitants du Nord-Pas-de-Calais que j'ai gagné. Non, pas que quand même. Vous avez regardé la Star Academy, François ? Moi, j'adore. Là, il y a The Voice qui recommence.
Non, mais je suis une fan. Tous vos samedis sont faits. Non, pas tous, parce que malheureusement, il y a des choses plus intéressantes parfois, mais je suis une fan totalement de ça. Et on a vu démarrer Julien Doré. Enfin, je sais pas, Yves, ce qu'il en pense. J'adore The Voice. Yves, vous avez regardé la Starac ou pas? Non, j'adore la Starac. Mais je préfère The Voice. Mais bon, c'est... Bon, ben, vous irez passer quelques samedis avec Mais non, mais franchement, les talents qui apparaissent. Vous avez vu Marine, comment elle chante? Mais on a vu. Mieux que Marine Le Pen. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Françoise. Merci, Yves, d'avoir été avec nous. La une du Figaro, on en a parlé, c'est Auschwitz. Les derniers survivants témoignent contre l'oubli. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Alex. Merci à tous de nous avoir suivis. L'émission est disponible en podcast sur notre site internet et toutes les plateformes d'écoute. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. On se retrouve demain. Très bonne journée.